Aujourd'hui, j'ai une personnalité de l'agence hypothécaire Multiprêt. OK. Cette personne-là a fait plus de 200 dossiers juste en 2023. Des dossiers hypothécaires. OK? Qui veut dire que si vous voulez les meilleurs trucs et astuces, les meilleurs conseils pour vous permettre de vous garantir de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir votre hypothèque, que ce soit pour acheter ou faire un investissement immobilier, on s'entend que quelqu'un qui a plus de 200 dossiers juste dans une année, on s'entend-tu que cette personne-là, elle en a vu de toutes les couleurs et elle a tous les conseils pour nous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu sais quoi faire, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, OK, on va parler un petit peu de son parcours, son background, mais aussi on va échanger des trucs sur les hypothèques. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un dossier puisse passer? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et cette personne-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, avec plus de 300 dossiers juste dans une année, puis ces années n'arrêtent pas d'augmenter, on s'entend-tu que cette personne-là, elle a quand même un pouls au point de vue des hypothèques pour savoir est-ce que le marché va crasher? Est-ce que le marché va augmenter? Est-ce que le marché va se stabiliser? C'est sûr qu'il n'a pas de boule de cristal, mais je l'ai fait venir pour qu'il puisse venir partager avec vous ses connaissances. Alors, la chose que je vous demande, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on commence avec son parcours. Après ça, on rentre dans les trucs et astuces. Et après ça, on a son point de vue sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier. Mais pour cela, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, sans plus tarder, je vous présente Joey Aymon, courtier hypothécaire chez Multiprêt. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Et un gros merci, Joey, pour d'être venu. Tu sais quoi, il faut que je te mette sur Spotlight. Parce que ça fait un bout qu'on se connaît. En plus de ça, on a des amis en commun. Puis, en quelle année tu as commencé? Courtier en 2017. En 2017, c'est vrai, je me rappelle, tu étais venu me voir. Venu ici, ouais. On a fait des événements ensemble. Puis je me rappelle au tout début. On a fait un événement ensemble. Ça là, fait un beau, hein? À Verdun. Exactement. Puis, je me rappelle quand tu as commencé, j'étais comme, Joey, j'aime ton énergie, je veux faire une vidéo avec toi. Puis tu étais comme, bro, je suis pas encore rendu là. Laisse-moi le temps, puis tout ça. Puis fast forward à aujourd'hui, pour vrai, ta croissance, ton explosion, ta présence sur les réseaux sociaux, sincèrement, c'est A1. Merci, Ben. C'est pour ça que j'attendais, là, j'aimais ça te voir grandir puis grossir, ton équipe et tout ça. Fait que maintenant que tu es là, que j'ai l'opportunité de t'avoir, peux-tu expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi ton parcours, ton background, t'as quel âge, ça fait combien de temps tu fais ça? Puis, let's go, on t'écoute. Yes. J'ai 33 ans. 33 ans, ça fait 7 ans que je suis courtier hypothécaire. Oui, je pense que c'est 7 ans jour pour jour. Là, en plus? Près, là, ouais, au mois de février 2017, que je suis tombé courtier hypothécaire. À l'époque, j'étais électricien. OK. Ça faisait déjà à ce moment-là, comme 5 ans, j'étais électricien. Ouais, j'ai travaillé, j'ai fait les deux en même temps encore pendant un an et demi. Là. Okay. J'ai lâché à l'été 2018 l'électricité aux vacances de la construction. Okay. J'aimais ça vraiment l'électricité, mais mon problème, ça a tout le temps été comme à l'école, c'est l'espèce d'autorité. Là, ouais.
va faire ça, va faire ça, va faire ça. Puis surtout en construction, là, le gars, il reste là, puis il fait rien. Mais pas tout le temps. J'en avais des contrats qui étaient super cool. Là. Mais ça me tapait un petit peu ses nerfs. Puis, tu sais, j'étais pas nécessairement le meilleur employé, parce que justement, j'aimais pas ça me faire dire quoi faire. Fait que c'est sûr que des fois, je devais pas avoir la meilleure attitude non plus. Exactement. Je devais pas avoir la meilleure attitude. J'avais beaucoup d'amis dans mon entourage qui étaient tous à leur compte dans différents domaines. Tu connais les gars dans la finance, les gars dans l'immobilier, les courtiers immobiliers, il y en a un paquet. Là. On était dans les bars quand on était jeunes, ils sont tous tombés courtiers immobiliers. Fait que là, une année, je commençais à me poser une question. C'est quoi que je vais faire? Je savais qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé électricien, je voulais partir de ma compagnie plus tard. C'était ça mon but, d'être entrepreneur, être à mon compte. J'ai tout le temps su que je voulais un jour être à mon compte entrepreneur. Puis là, après une couple d'années, je voyais que j'étais pas là-dedans. Puis c'était quand même très, très difficile de partir en construction aujourd'hui. Une compagnie, ça prend beaucoup, beaucoup de fonds. Puis, tu sais, la bataille est grosse contre des très gros. Là. Fait que je regardais ça, puis je regardais autour de moi. Puis, par rapport, on avait un jeudi qu'on organisait des soupers dans un restaurant à Laval. Puis, il y avait un démarcheur hypothécaire qui a soupé avec nous. Fait que je parle avec lui, je comprends un peu qu'est-ce qu'il fait. À ce moment-là, j'ai pas de maison, j'ai aucune idée c'est quoi. Ou je pense que j'avais une maison, mais tu sais, passer directement chez Desjardins sans savoir que c'était un spécialiste hypothécaire. Je savais pas trop c'était quoi le domaine. Là, il m'explique ça, puis aussi con que ça peut être, le gars est en train de se baser une maison de 2 millions, je dis, oh, attends une minute. Wow! OK! Attends une minute, il y a de quoi que je comprends pas. Là. Fait que, puis là, cet hiver-là, j'ai été slacké comme 3 fois dans la construction. Puis on travaillait dehors, mais il faisait moins 40. Je capotais. On travaillait sur une dalle. Parce que dans la construction, c'est tout le temps ça. Là, tu montes la dalle, tu montes la bâtisse l'hiver, puis l'été, tu travailles en dedans, puis il n'y a pas d'aération. Ils n'ont pas compris. Mais c'est ça, on travaillait sur une dalle dehors. Mais moi, le froid, ça ne marche pas. Mon corps paralysait. Là, m'ont saqué 3 fois. Le j'ai comme arrête de me niaiser. Là. C'est clair. Fait que je m'inscris. J'ai eu ce souper-là avec lui. Fait que je m'inscris tout de suite à l'école, sans savoir le domaine du tout. Le lendemain, j'étais allé m'inscrire, j'ai commencé mon cours, je m'ai trouvé une job dans la construction solide tout de suite après ça, une job que j'avais gardé toute ma vie, une compagnie que j'aimais vraiment ça. Puis, mais là, c'était parti. Là. J'ai fait mon cours, je me suis lancé all-in 100%. Pourquoi les hypothèques? Pourquoi pas courtier immobilier? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Bien, je vais trouver quelque chose dans mon entourage que personne ne faisait. OK, parce que comme tu disais tantôt, il y avait déjà beaucoup de courtiers immobiliers. Exactement. Puis j'étais un peu dans le milieu de la restauration et tout. Puis il y avait beaucoup de monde qui sont devenus courtiers immobiliers. Je vais trouver quelque chose que personne ne faisait. Puis, sincèrement, à ce moment-là, côté argent, j'avais aucune idée là, qui faisait combien, rien. C'était vraiment, je vais juste trouver quelque chose, une niche que personne ne faisait. Puis, je m'ai lancé tout simplement comme courtier hypothécaire. Là. Nice. Puis là, fast forward à aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? C'est quoi la structure que tu t'es montée? Il y a combien de monde en dessous de toi? Donc, on est en 2024, 2021, mon chef d'équipe à l'époque m'a offert de tomber chef d'équipe avec lui, avec un autre collègue, là, Francis, qui est mon partenaire maintenant. Fait qu'on a comme créé notre équipe à 3, qui existait déjà notre équipe, mais dans ce moment-là, on était 10. On est tombé 3 chefs d'équipe. On est rendu à 36 courtiers dans l'équipe. Puis ça monte rapidement. Là. Nice. J'ai mon bureau à Terrebonne, dans le vieux Terrebonne, où il y a comme plusieurs sièges. Donc, il y a plusieurs courtiers qui sont là en tout temps. Ça amène une super belle énergie. On a rajeuni l'équipe aussi. Quand je suis rentré, nice. J'avais 25-26 ans. La moyenne de l'équipe, je pense, c'était 45 ans. Aujourd'hui, on est plus dans le 32, 33, 34. Fait que la dynamique est vraiment intéressante. C'est vraiment motivant. Là. Nice. Puis, t'as quel âge maintenant? Puis, t'es de quelle origine pour que les gens puissent savoir? J'ai 33 ans. Je suis québécois et une petite partie haïtienne. Mon père est 50% haïtien. Fait que 25-75. Ça fait un beau mix. Exact. Mais là, je suis blanc pas mal en janvier. C'est vrai. Fait que, puis dans les hypothèques, parce qu'il y a différents domaines dans les hypothèques. Il y a le résidentiel, commercial, industriel, puis tout ça. Toi, c'est quoi ta niche et pourquoi? Moi, je fais que du résidentiel. Donc,
moins de 5 logements. Et on a un prêteur qui va jusqu'à 8, là, mais maintenant, vraiment, financement résidentiel, moins de 5 logements. Ça peut être un duplex, un triplex, quadruplex, mais vraiment moins de 5 logements. Okay. Je touche à rien qui est commercial, institutionnel, industriel. Je touche pas à ça. As-tu du monde dans ton équipe pour ça ou même pas? C'est ton équipe? Non, mais j'ai des contacts, bien sûr. Là. Mais non, c'est directement, nous, on est basé sur le résidentiel. Est-ce que je pourrais le faire l'autre? Oui, 100%. C'est sûr. J'ai le permis, c'est le même permis. La raison pourquoi je le fais pas, c'est simple. C'est juste, quand tu veux exceller dans quelque chose, tu peux pas commencer. La façon à moi de penser, là, mes journées sont loadées avec le résidentiel. J'ai des rendez-vous aux 30 minutes. Venir ici, ça a été compliqué. Fait que si je commence à faire d'autres pattes, si on veut dire, je vais me perdre. Je comprends. Puis pourquoi le résidentiel? Qu'est-ce que tu aimes du résidentiel? Sincèrement, à la base, je ne savais pas. Je ne savais même pas ce qu'il y avait de différence. C'est ça que tu nous expliquais il y a quelques secondes. Je suis rentré dans cette porte-là. Sûrement que c'est sûr que c'était plus connu résidentiel que commercial. Déjà, je ne connaissais pas vraiment c'est quoi un courtier hypothécaire. Puis je suis rentré dans cette branche-là, puis là, j'ai juste explosé. C'est sûr que, courtier commercial, c'est différent. C'est un autre game. Mm-hmm. Et nous, on va dire, j'aime ça dire des petits coups sûrs. On fait des petites transactions pour du monde qui ont... S'ils sont investisseurs, ils n'ont vraiment pas beaucoup de propriétés. La plupart, c'est leur seule transaction à vie. Fait que, moi, je me base vraiment sur amener du bien-être à du monde. C'est vraiment ça. Ça assure. Probablement, je m'arrange vraiment pour qu'ils soient bien entourés parce qu'il y a des histoires d'horreur qui se passent dans le domaine. Mais vraiment, la petite famille vient me voir, on s'arrange, c'est le plus gros prêt de leur vie. S'arrange pour eux, les rendre heureux, leur donner le plus beau prêt, mais aussi le plus sécure pour eux. Tandis qu'une game de commercial, c'est un autre game du tout. C'est un autre game du tout, excuse-moi. C'est des investisseurs. C'est plus une game je te dirais, de négociation, de chiffres. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas. Il n'y a pas de sentiment dans le fonds commercial. C'est 100%. Tandis que nous, c'est vraiment un gros travail de côté émotionnel, de dealer avec ça. Je suis quelqu'un qui aime vraiment le développement personnel. Fait que ça fait de bien avec ça. Puis je te dirais, tu dirais, c'est quoi, mettons, qu'est-ce qui t'allume dans qu'est-ce que tu fais avec les familles que tu rencontres puis tout ça dans ton day-to-day? Bien, c'est sûr que on a beaucoup de transactions, ça peut être simple. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment de s'arranger, de le ramener. Tu parles avec un client, ça c'est un classique, tu parles avec un client qui a parlé avec d'autres représentants avant, des institutions financières. Puis après ton appel, tu as tellement donné de valeur, de trucs, de points importants à regarder qu'il oublie. OK, oublie, je vais y aller. C'est sûr que nous, en plus, on a accès à 15 prêteurs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il oublie, il vient reconnaître la valeur exactement la plus-value, la valeur que tu lui as donnée, puis il est en confiance en sachant que, si on fait un deal ensemble aujourd'hui, mais moi, je suis avec toi pour les 25 prochaines années. C'est clair. Je vais te suivre à tes renouvellements, tes projets, je vais tout être là pour te répondre. C'est comme si on était un psychologue, dans le fond. C'est carrément ça. Là, puis en plus, je suis sûr que des fois, ils ont terminé l'appel avec toi, puis ils sont comme, Fudge, j'ai parlé avec d'autres institutions, puis ils m'ont même pas dit... genre toutes les stratégies, les trucs et astuces que toi, tu viens lui apporter. 100%. Puis, des fois, mettons, je vois du monde qui ont été en succursale. Puis, je connais des spécialistes qui sont excellents, là, mais qui ont été en succursale. Puis, la personne en succursale, elle va vendre l'hypothèque, elle va vendre les assurances, elle va vendre ses placements REER, elle va vendre ses cartes de crédit. Mais puis là, après ça, ils viennent me voir, je dis « OK, parfait. » Mais en plus de savoir juste les produits de cette institution-là, avant, elle peut carrément tout faire. Je dis, mais moi, je fais que des hypothèques, là, puis mes journées sont loadées, là, puis je rentre tard, je pars de bonne heure, je me lève à 4 h le matin, je rentre tard le soir, je travaille la fin de semaine, je fais que des hypothèques. Fait que, puis on a 15 institutions financières. Comment que quelqu'un qui fait tout ça peut avoir autant de connaissances? C'est impossible. T'es 100%. Comment qu'un généraliste peut compétitionner contre un expert comme toi, là? C'est impossible. Tout à fait. Puis... dans la niche du résidentiel, les gens ne le savent pas, la majorité des gens ne le savent pas, jusqu'à ce qu'ils soient dans la situation. Mais c'est sûr que tu as le résidentiel, oui, le classique, l'acheteur qui veut s'acheter sa première propriété. Ouais. Tu as les premières propriétés, tu as les maisons secondaires, tu as le haut de gamme, tu as aussi, comme des collègues qu'on connaît, du monde qui se spécialise dans, comment qu'on appelle ça, là, les hypothèques, comment tu appelles ça?
j'ai un petit blanc de mémoire. L'autoconstruction, non? Ben, il y a l'autoconstruction, il y a aussi le prêt privé, puis justement, là, les prêts plus en difficulté. Toi, c'est le... Prêteurs B. Oui, les prêteurs B, merci, c'est ça. Les prêteurs alternatifs, c'est exactement ça que je cherchais. Toi, dans toutes ces niches-là, est-ce que tu touches un petit peu à tout ou tu as plus une spécialité? Ben, je fais beaucoup de prêteurs A, les prêts classiques, là. OK. J'ai commencé à faire du prêt B alternatif en 2023. Okay. Avec tout ce qui est arrivé, malheureusement, c'est des situations qu'on voyait plus. Fait que tu as eu plus d'appels de ça. Oui, exact. Puis sincèrement, avant, je m'étais juste pas attardé à ça. Là, en étant chef d'équipe, c'est sûr que j'avais plus accès à certains prêteurs, plus les BDM qu'on appelle les représentants des banques. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à faire du prêt B, prêt alternatif. Okay. On en fait plusieurs maintenant. Donc, prêt A, prêt B. Prêt alternatif, on le fait. Prêt privé, on a accès, mais sincèrement, en ce moment, le prêt privé, j'irai faire. Okay. Parce que c'est juste que je pense pas que je suis la meilleure personne pour donner les meilleurs conseils sur le prêt privé. C'est correct. Comme tu l'as dit, il vaut mieux te spécialiser puis être un expert dans une chose que d'être moyen dans plusieurs choses. Exactement. Puis si j'emmène un client dans un prêt privé que je suis pas sûr de qu'est-ce qu'il y en est, c'est peut-être pas le meilleur service pour lui. J'aime mieux à certains moments de le référer puis il dire, regarde, dans un an, là, on leur fait ton dossier, mon collègue va me renvoyer le dossier, puis on va te transférer dans le B ou dans le A selon la situation. That's it. Peux-tu nous partager des trucs? Admettons, tu vois plein de dossiers. Combien de dossiers tu as fait l'année passée? C'était quoi ton volume environ, si tu es correct? L'an passé, on a finalisé 200 dossiers. Wow! 200, c'est ça. Cette année, on veut doubler. Là, il y a 365 jours dans une année, puis toi, tu as closé exact. 200 dossiers. C'est wow! Non, c'est ça. Puis c'est surtout dans l'année 2023 qui est intéressant, là, parce que dans l'année 2023, c'est une année comme 35 % en arrière. Quand tout le monde disait que le marché allait crasher, qu'on va attendre que les reprises de finances, on va toutes les ramasser. Au contraire, toi, tu as eu une croissance. Oui, exactement. Une super croissance. 200 dossiers, mais cette année... à suivre. On est en début d'année. À suivre. Mais avec ton expérience, parce qu'avec 200 dossiers, clairement, tu en vois de toutes les couleurs. Tu dirais, c'est quoi admettons, les 3-4 choses, 3-4 conseils à ne pas faire, que quand les gens viennent te voir, tu es comme, t'aurais pas dû faire ça, ce serait quoi? Bien, la première chose, là, ça, c'est un classique. Là. C'est sûr que ça a changé un peu avec la fameuse crise qu'on a eue. Là. Mais tu sais, avant, le monde faisait des promesses d'achat sans préqualification. OK. Mais ça, c'est le classique, c'est la première chose. Le monde ne se prépare pas. Tu t'en vas acheter une maison, qui est ton plus gros bien possible que tu peux acheter. Plus gros investissement. Exact, puis tu te prépares pas. Faut que tu te prépares une couple de mois à l'avance. Puis ça, c'est un classique. Tu arrives avec une promesse d'achat, tu essaies de monter le dossier, puis tu as une surprise. Là, lui, il s'est émotionnellement attaché à la propriété. Il s'est déjà vu dedans. En plus, avec le courtier immobilier, ça se peut qu'il ait même fait sentir qu'elle allait être bien dans sa cuisine, dans ce sens-là. Puis finalement, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Wow. Ou... OK, ça va fonctionner, mais le délai de 12 jours, là, mais oublie ça, là, j'en ai besoin de 25, il faut travailler un paquet d'affaires. Fait que ça, c'est la première chose, il ne se prépare pas. Bureau de crédit, c'est plate, là, on n'apprend pas ça à l'école. C'est vrai. On n'apprend pas ça à l'école, puis c'est la chose numéro 1 pour les institutions financières. C'est ça l'image, là, c'est ton passeport, là, c'est ça qui explique ce que tu as fait dans le passé. Il y a trop de monde là, qui laisse ça aller. Fait que, tu penses acheter dans un an, préqualification tout de suite. Le monde a peur que tu sortes ton bureau de crédit. Mon seul but à moi, là, quand je sors ton bureau de crédit, c'est de le faire améliorer. Tu as 450 ou tu as 850, mon but, c'est de trouver un moyen, un conseil pour que tu l'améliores. Wow! Fait que, ça, c'est important. Sinon, mais c'est juste les cartes de crédit, pas manquer de paiement sur le long terme, économiser le plus d'argent possible. C'est sûr que c'est dur en ce moment, mais d'avoir économisé de l'argent. Puis si tu prévois acheter les prochains mois, des transactions de 1000$ à gauche, à droite, tu essaies de tout casser dans le même compte parce que ça va être compliqué là, quand on va aller de l'avant. Je te dirais un dernier point qui est important. Nous, on travaille avec vous. On n'est pas la banque en tant que telle. Fait qu'on n'est pas là pour vous chicaner. Si on demande des documents, c'est vrai, la différence entre une transaction qui va bien, la même transaction là, qui va super bien, puis l'autre qui va à la limite des délais, souvent, là, c'est le client. Le client que le jour 1 m'envoie tous les documents dans l'autre comme j'ai demandé, le dossier est fini en 24 heures, l'autre, ça prend 14 jours. Mais c'est le même dossier, là. Fait que c'est vraiment juste la réception. Si on te demande de quoi, c'est juste pour t'aider, pour que ça soit plus simple pour toi par la suite. 100%. Tu sais quoi, c'est drôle parce que au volume de transactions qu'on fait,
moi, je suis de l'autre côté de la clôture parce que moi, je suis courtier immobilier, mais c'est vrai, tu me fais voir que, tu sais, même quand je vais rencontrer mes futurs clients, la préautorisation, c'est pas juste une question pour savoir jusqu'à combien tu peux acheter. C'est de te mettre un plan de match en place pour savoir, oui, ça va être quoi ton montant maximum, mais aussi, c'est quoi tes devoirs à faire, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place, préparer ta documentation pour que quand on arrive puis je te présente justement à Joey ou la personne qui t'appelle directement, boum, t'as tout en main puis c'est plus facile après ça à aller scorer. Puis notre but aussi, c'est de baisser ton stress. En plus. Si tout ton dossier, encore une fois, ça dépend comment le courtier travaille, mais moi, je demande aussi les documents au début. Fait que quand même plus que passé? Oui. Des dossiers que j'ai pas besoin de tes cartes, je vais leur demander pareil. Okay. Comme ça, je l'ai au dossier. Si entre-temps, un coup, tu as fait ta promesse d'achat, tu es stressé. 100%. Le client est stressé, il a hâte, puis là, il connaît pas trop ça, il sait pas, lui, pourquoi c'est pas sorti en 2 heures. Ouais. Fait qu'il est stressé. Moi, en ayant tout, si la banque me revient et elle me demande un document, mais j'ai tout, mais j'envoie pas tout à la banque. J'envoie à la banque ce qui est nécessaire. Fait que si la banque me revient pour un document, j'envoie tout de suite. Le client n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant de ça. Fait qu'on vient baisser le stress. Tandis que le client qui ne nous envoie pas tout, premièrement, après qualification, souvent, on ne la fera même pas, là, si on n'a pas la preuve. Puis deuxièmement, après ça, lui, si tu y reviens 3 fois, c'est sûr que ça le stresse. Qu'est-ce qui se passe? La banque, non, tout va bien, mais la banque demande plus de documents. C'est pas une palette de chocolat qu'on achète. On demande plus de documents. Mais tout ça à cause que le client nous a ou nous a pas envoyé les documents dès le départ. C'est bon à savoir que dans le fond, quand on voit des propriétés qui ont une promesse d'achat acceptée, un PAC, promesse d'achat acceptée conditionnelle à la réalisation des conditions, puis qu'on voit que ça tarde, dans le fond, tu es en train de nous dire que la majorité du temps, c'est vraiment parce que le client t'envoie les documents au compte-gouttes ou le dossier n'était pas complet dès le départ. Exact. Ça, ça arrive souvent. C'est sûr qu'aussi, ça dépend des périodes de l'année. Oui. Ça dépend de plein Congé de de la choses. construction, le temps des fêtes, les longs week-ends. Tu sais, ça, c'est le classique. Là, de janvier à juin, c'est méga occupé. Les délais sont plus longs dans les banques. Mais dès que juin passe, OK, là, il y a moins de transactions. Mais là, c'est là que tout le monde prend leurs vacances dans les banques. Fait que, il y a aussi ça qui peut ralentir un petit peu. Mais un dossier monté, tout envoyer le dossier d'un coup dès le début, les personnes, c'est des personnes dans les institutions financières, c'est des humains. Là. Ils se souviennent du courtier qui a envoyé, OK, lui, ces dossiers sont tout le temps montés. C'est sûr qu'ils vont te passer puis ça va sortir rapidement. 100%. Puis, tu sais, je l'ai su de d'autres courtiers hypothécaires, mais que tu peux renchérir là-dessus. Qu'il y a même des institutions financières, si toi, t'envoies un dossier puis ton dossier n'est même pas complété, ils vont même pas prendre la peine de l'ouvrir, si j'ai entendu ça. Oui, il y a certaines institutions que si tu n'as pas tous tes documents, ils l'ouvrent même pas. Wow! Ils l'ouvrent même pas, ils rejettent tout de suite. Puis tu as un coup, tu l'as envoyé, tu as un certain nombre de temps avant qu'il... Puis c'est correct aussi. Là. C'est tout ça qui va retarder le processus ou qui va l'accélérer. Exactement. C'est pour ça que d'envoyer le document dès le début, là, c'est tout le temps la meilleure chose. Ça nous aide aussi à faire un plan de match qui est plus solide. 100%. Puis, tantôt, tu as touché la cote de crédit. Ce serait quoi, tu vois, en moyenne, avec toute l'incertitude, le doute, qu'est-ce qui se passe, les taux d'intérêt plus élevés, la SCHL, les assureurs prêts. C'est quoi la cote de crédit minimum que tu vois qui est nécessaire pour pouvoir acheter, pour pouvoir se lancer dans un projet? Mettons l'idéal que tu mets toutes les chances de ton bord, c'est 680. Okay. En bas de 680, il y a des possibilités. Mais de mettre toutes les chances de notre bord, d'avoir les plus hauts ratios d'endettement possibles, c'est 680 qu'il faut au minimum. Puis si dans le couple ou la famille, il y a une personne qui a 680, en haut de 680, puis là, mettons, le conjoint, peu importe, 650, il y a 650, 620, 610. Encore là, tout est possible, mais c'est juste qu'on commence à fermer des portes. Avec des institutions Exactement. Puis avec la possibilité d'avoir des meilleures conditions hypothécaires. Exactement. OK, je comprends. Surtout certaines institutions qui vont baisser les ratios. 180, les deux, là, toutes les portes sont ouvertes. C'est pour ça que quand j'ai des clients qui ont 830, puis ça n'a pas mon bureau de crédit, à 830, quand même, je sors, on s'en fout. Ouais. C'est pas grave, ça ne change rien. Là. La banque, quand tu es en haut de 680, d'autres 720, mettons, à 680, tu as toutes les possibilités là, pour toi. Là. Nice. Puis, tu dirais, c'est quoi les jobs? Parce que je vois souvent ça passer. Je pense que tu as peut-être fait des vidéos là-dessus. C'est quoi les jobs avec les plus gros salaires que tu vois que ces gens qui s'en vont dans ces domaines-là, comme ils devraient considérer investir en immobilier parce que ça va être facile pour eux autres, ce serait quoi? Bien, les revenus, tu sais, c'est sûr que ça dépend tout le temps. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont étudié longtemps à l'université, qui rentrent dans des très grosses boîtes, puis ils ont des gros revenus. Mais sincèrement, mettons, les gars de la construction ou n'importe quoi qui n'était même pas allé à l'université, là, mais tu commences tôt à travailler.
Fait que quand tu commences trop à travailler, tu es capable de mettre de l'argent de côté de bonne heure, tu achètes ton premier duplex à 22, 23 ans, là, ça paraît sur le long terme. Là. Nice. Ça paraît sur le long terme. Les plus gros T4, souvent, c'est ça. C'est soit ça ou du monde qui font des emplois qui a beaucoup de temps supplémentaire qui est payé. Les infirmières, là, les dernières années... C'est fou. Ils font les chiffres qui font ils manquent pas d'argent. C'est clair. Les infirmières, mettons, qui ont un 20% de mise de fonds, il y a des prêteurs qui les aiment vraiment, vraiment, parce qu'ils savent que quand tu es infirmière... Tu manqueras pas de job. Tu vas pas te faire saquer demain matin. COVID, pandémie, peu importe. Ça, exactement. Fait que les infirmières, il y a beaucoup de travailleurs qu'on aime. C'est sûr que souvent, c'est les dettes aussi qui peuvent venir avec. Oui, parce qu'ils font beaucoup de revenus. Exact. Mais... Ils dépensent beaucoup. Il faut faire attention. Mais n'importe qui travaille, qui fait son temps plein, puis qui... Les gars de la construction, tu peux changer d'emploi, mais tant que tu travailles tout le temps, changer de compagnie, tant que tu travailles tout le temps, n'importe qui travaille beaucoup, qu'on est allé prouver à la banque que antérieurement, à chaque année, il fait des belles années, c'est facile de notre côté. Là. Mais ça nous aide, mettons. Ce serait quoi l'histoire que tu n'aurais ou une petite anecdote, le plus jeune acheteur que tu as eu, l'âge la plus jeune dans tes transactions? Hey, j'en ai eu un, là. Sincèrement, c'était le... On parlait de Billy ici. En plus, c'était son beau-fils, c'était le fils à sa blonde. Il avait, à ce moment-là, je pense qu'il avait 18 ans. Arrête! Je pense qu'il avait 18 ans, où il venait d'avoir 19, mais je pense que c'est 18. Puis, il était, dans le fond, ça faisait une couple d'années qu'il travaillait dans une shop. Simplement, il avait mis de l'argent de côté. Puis, il avait acheté son condo avant le COVID. Fait que le COVID est arrivé. Lui avait un taux variable, fait qu'il a trouvé moins drôle avec le paiement, mais sa valeur, il a doublé. Là. Bon. Je suis pas mal sûr que c'était à 18 ans qu'il avait acheté son premier condo. Ouais. Nice. C'est malade. Comment tu vois l'investissement immobilier du point de vue hypothécaire, courtier hypothécaire, les dossiers que tu vois, les valeurs que tu vas augmenter, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu penses que l'immobilier va crasher ou que l'investissement immobilier, c'est une valeur sûre? Bien, l'immobilier va crasher. Parce que l'immobilier, ce qu'il faut, tu le sais, ce qu'il faut voir, c'est le long terme. Quelqu'un qui me parle dans 2 mois, mais peut-être que dans 2 mois, ça va perdu 1%, mais sur le long terme, c'est une source sûre. Là, le monde compare à 2008, mais c'est pas la même chose. Là. Dans 2008, 2008, tu faisais 100$ par année aux États-Unis, tu achetais une maison de 2 millions. En plus. Tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, il y a plein de standards, on a le fameux stress test, ça va pas réarriver, ça. Fait que l'immobilier que tu achètes aujourd'hui, même encore là, c'est comme n'importe quoi. Quand tu achètes, les taux sont hauts, c'est plus dur à acheter, mais dès que les taux vont descendre, ça, c'est du monde qui me dit non, c'est pas ça qui va arriver. C'est l'offre et la demande. Dès que les taux vont redescendre, les valeurs vont remonter. En plus. N'importe qui achète pendant que les taux d'intérêt sont plus hauts, c'est sûr que sur le long terme, mettons une période de 10 ans, c'est sûr qu'il fait de l'argent. 100%. Je sais que tu n'as pas une boule de cristal, mais selon toi, c'est quoi tes prédictions pour 2024? Parce que là, on entend beaucoup, je suis sûr que tu dois en avoir des appels, des gens qui disent « Hey, les taux ont descendu, blablabla. » Ouais. Ce serait quoi ta prédiction pour 2024? Les taux fixes, on est en janvier 2024, les taux fixes ont descendu de quasiment 1% depuis 3 mois. Le taux fixe, c'est relié au taux d'obligation de la Banque du Canada. Ça, c'est ça qu'il faut faire attention. Les obligations de la Banque du Canada n'arrêtent pas de descendre, les taux fixes ont descendu. Le taux directeur de la Banque du Canada n'a pas encore bougé, donc les taux variables n'ont pas bougé. Mais la Fed aux États-Unis a annoncé en 2024 qu'il prévoit 0,75 de baisse. En général, le Canada, mais on est des petits moutons. Ouais. On suit. Fait qu'on s'attend, les économistes s'attendent à des baisses, peut-être plus dans la deuxième partie de l'année, par exemple. OK. Puis ce serait quoi, mettons, un bon coup sûr que tu dirais là, pour un acheteur classique là, avec une mise de fonds moyenne, le 5%? Quel genre de propriété que tu leur conseillerais là, avec un salaire moyen? Ce serait quoi comme coup sûr, comme premier pied dans l'immobilier ou premier investissement? Bien, comme premier investissement, là, on va parler d'investissement, moi je crois que le meilleur investissement pour commencer, c'est ça que j'avais fait aussi, c'est un duplex, ou une maison bachelor. Pourquoi? La raison c'est simple, c'est qu'un duplex, on a le droit de mettre seulement 5% de mise de fonds, si c'est en bas de 500 000, là, 5% de mise de fonds, puis tu as un loyer qui vient t'aider à payer. Encore mieux, tu ajoutes un duplex, tu habites le 3,5 en bas, puis tu loues en haut. Lui, ton hypothèque est pratiquement toute payée. En plus. Tu commences déjà à économiser, les taux descendent, ta valeur monte un peu,
tu renouvelles, tu refinances après 5 ans, puis t'es parti. Là. That's it. Hey, sincèrement, Joey, je pourrais te garder ici toute la journée, mais où est-ce que les gens pourraient te suivre, rentrer en contact avec toi? S'ils veulent faire affaire avec toi, ce serait quoi le meilleur moyen? La plateforme que je suis le plus actif, c'est Instagram, joey.courtier hypothécaire. On a une vidéo qui, à chaque jour, qu'on vient mettre une nouvelle vidéo avec de la valeur à chaque jour. Des stories, bien sûr, qui suivent mes journées. Puis, directement dans ma bio, sur Instagram, dans ma bio, tu peux prendre un rendez-vous directement dans mon horaire, sur ma plage horaire. Là. Et un gros merci, Joey. Puis, c'est sûr que je vais devoir te réinviter pour qu'on fasse une deuxième partie parce que tu es trop sharp, trop de knowledge. Puis, merci pour tes pépites d'or. Merci beaucoup. Merci, Chris. Bye. Boom! Dis-moi quelque chose. Comment vous avez trouvé Joey? Comment vous avez trouvé cette entrevue-là? Sincèrement, avouez qu'il a l'expérience, les connaissances et les habiletés. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette entrevue-là. OK? Mais, pour faire plus simple, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, si vous avez aimé cette entrevue, si vous avez aimé la personne que j'ai passée en entrevue, c'est vraiment simple. Écrivez dans la boîte des commentaires « Better Call Chris ». Si vous avez des questions ou autres, mettez-les dans les commentaires. Et aussi, pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes là, oui, si vous faites partie, je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin parce que ça veut dire que vous faites partie du 1% des gens qui commencent quelque chose et qui le terminent. Je vous félicite pour ça. Alors, pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, écrasez le bouton « Je m'abonne ». Abonnez-vous à ma chaîne. C'est la meilleure manière de me remercier pour que ça me donne le fuel, l'énergie de continuer à faire qu'est-ce que je fais, d'aller trouver des personnes en entrevue, d'aller chercher le bon contenu, les bonnes informations à vous transmettre. Et si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes de la sorte, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.